Bonjour et bienvenue dans notre zone de haute émission, ça s'appelle les experts et on y passe en revue toute l'actualité de la semaine. Pendant 1 heure, donc, nous allons parler de femmes, de prostitution, de squat et d'asile, entre autres, pour analyser et commenter tout cela. Des invités politiques et des experts. Les experts sont un quatuor. Il y a d'abord le scoopman Karim Fadoul. Bonjour Jean-Jacques. La féministe Sylvie Losberg, bonjour. Bonjour. Le vibrionnant Nicolas de Decker. Ah bonjour. Et le multicasquette Paul Grosjean. Ah bonjour. Alors, telle une saga inépuisable, on va reparler de Theo Franken cette semaine. On va reparler des réfugiés soudanais et érythréens et de ceux qui les hébergent. C'est le cas de Tamara. Reportage de Camille Tanquin et Charles Carpro. Un moment de rire et de complicité comme tant d'autres depuis 5 jours. Tamara et son fils Matteo, 6 ans, hébergent 3 Érythréens dans leur appartement de 70 mètres carrés. Au début, c'était un peu l'angoisse. Et puis en fait, une fois qu'ils arrivent, toute l'angoisse s'envole et on se rend compte que c'est que des bons moments qui vont se passer. Tamara est vraiment gentille. Elle comprend les sentiments qu'on ne peut même pas définir. Elle s'intéresse aux réfugiés. On l'aime vraiment beaucoup. Les nouveaux habitants sont en Belgique depuis 2 semaines. Ils se sont rencontrés au parc Maximilien. Solidaires, ils ne se quittent plus et partagent avec plaisir leur quotidien. Soit ils ont déjà cuisiné pendant la journée et du coup on mange ce qu'ils ont fait. Soit ils jouent avec mon fils et puis c'est chouette en fait. On est content de se retrouver. Moi je suis content à chaque fois de savoir qu'ils sont encore là et que ça me rassure. Et chaque nuit, ils partent vers la gare du Nord pour essayer d'atteindre l'Angleterre. En ce moment, on pense beaucoup à l'Angleterre, parce qu'on se dit qu'ils ne nous rejetteront pas et qu'ils ne nous renverront pas dans nos pays. Et puis, il n'y a pas la barrière de la langue. Mais cette nuit, nouvel échec. Le plus jeune est malade. Tamara va l'accompagner voir un médecin. Puis ils essayeront à nouveau de rejoindre leur Eldorado. Karim Fadoul, qu'est-ce que ça vous inspire, cette problématique des droits d'asile? Peut-être d'abord l'accueil et la séquence qu'on vient de voir, puisqu'on se rend compte effectivement qu'il faut une certaine forme de courage pour pouvoir accueillir des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui viennent d'un pays lointain, qui ne parlent pas votre langue. Vous les accueillez chez vous. C'est un exemple bruxellois, mais il y en a d'autres aussi dans d'autres régions du pays. Donc on dit très honnêtement et très humainement, chapeau à cette mère célibataire. Ce que ça m'inspire aussi d'une manière plus globale, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, et depuis 2015 et la crise des réfugiés qu'on a pu connaître une première fois dans le parc Maximilien notamment, c'est que le problème nous revient en pleine figure de manière systématique et on ne trouve pas les solutions qui fassent plaisir ou qui agréent tout le monde, l'ensemble des partis, tant le gouvernement fédéral qui lui a des impératifs de par la couleur politique du gouvernement, a des impératifs de chiffres, de statistiques et de résultats en termes de sécurité. Et puis de l'autre côté, on a des demandeurs d'asile qui sont très souvent dans leurs droits, qui viennent de pays en guerre, qui demandent l'asile, qui ne l'obtiennent pas forcément et qui doivent se débrouiller. Et puis il y a tout un contexte autour de ça, un contexte lié à la montée des populismes, le contexte terroriste. Et tout cela, il va falloir tenir compte de tous ces éléments-là pour pouvoir un jour trouver une solution qui agrée l'ensemble des partis. Sylvie Losberg. Mais je dirais que c'est évidemment non seulement touchant, mais rassurant de voir qu'il y a des citoyens et des citoyennes qui mouillent leur maillot et qui vont à la rencontre de ceux qui ne sont pas nous, ceux qui sont différents, on ne sait pas qui c'est des étrangers, et en même temps on voit vraiment que ça peut avoir un effet tout à fait bénéfique sur la famille et sur la perception qu'on peut avoir de ces migrants. Maintenant, c'est aussi très décevant qu'on entend ce qu'il dit. Il dit là-bas, ils ne nous rejetteront pas, contrairement, je pense, à notre pays. Et je crois alors qu'on sait qu'en Angleterre, on les rejette aussi. On les rejette aussi, mais bon voilà, c'est un espoir et ils croient que... D'où vient cet espoir? C'est fou. Oui, de croire qu'en Angleterre, ce sera le salut. Parce qu'en Angleterre, il n'y avait pas de carte d'identité, etc. Donc il y avait vraiment une autre situation politique. Et je voudrais revenir sur cette situation politique pour en terminer et dire que pour moi, vraiment, cette mer, c'est la Belgique, terre d'accueil. Mais que la politique belge, pour moi, je vais vous montrer ça, pour moi, c'est ça. C'est Belgique, terre d'écueil, quoi. Et l'écueil, c'est quoi? C'est le piège, c'est le danger, c'est l'obstacle, c'est le péril. Et ça me rend très triste parce que c'est vrai que la Belgique, ça doit rester une terre d'accueil.
Alors, à vous, Nicolas de Decker. Eh bien, Jean-Jacques, je ne sais pas si vous aimez Shakespeare. Il y a un moment dans Hamlet où le héros, tragique, parle de la mort et la définit comme un pays inconnu dont jamais personne ne revient. Eh bien, aussi bien l'Érythrée d'ailleurs que le Soudan, parce qu'on a mes confrères ici, les camarades ont beaucoup parlé de ce qui se passait chez nous, aussi bien l'Érythrée que le Soudan sont des pays de grande mortalité pour ceux qui la quittent. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, quand on y revient, on est maltraité, mais quand on y est déjà, on est très maltraité. C'est-à-dire que ce sont des dictatures pour une part, mais ce sont des dictatures en plus où même si on ferme sa gueule, on vit dans des conditions de précarité qui sont inouïes. On va peut-être parler avec nos invités politiques de l'Azerbaïdjan ou de Cuba, par exemple, qui sont des pays dictatoriaux dans lesquels on peut survivre à condition de la fermer. Ni le Soudan, ni l'Érythrée n'entrent dans ces caractéristiques, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne rappellera jamais assez. Il y a des gens au gouvernement fédéral, et en particulier un secrétaire d'État, qui considère ou qui montre qu'il ne connaît pas le Soudan. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça cette semaine. Jean-Jacques Théophane a tweeté sur le Darfour, ne sachant pas que le Darfour se trouvait dans la République du Soudan. Ce monsieur est secrétaire d'État, responsable de la politique d'asile de la Belgique depuis 3 ans. Il ignore où se trouve le pays dont on parle depuis 2 semaines. C'est complètement invraisemblable. Paul Grosjean. Une petite remarque, donc ils viennent d'un pays détruit et ils arrivent dans un non-pays. Donc c'est un peu surréaliste, enfin, c'était une petite parenthèse. Mais moi je crois que ce que BX1 a fait est très important, pas du tout pour envoyer la brosse à reluire, mais il faut incarner les immigrés. C'est-à-dire il faut que ça soit concret, qu'on se rende compte que c'est des gens comme tout le monde, et qui sont des gens très chaleureux, qui méritent d'être soutenus. Et donc ce genre de reportage, à mon avis, c'est essentiel. C'est plutôt que ce soit des statistiques sur un plan, entre guillemets, il est très important de montrer que c'est des êtres humains derrière. Eh bien, on va tout de suite demander à nos invités politiques leur avis en la matière. Je propose donc à Mathilde El Bakri et Damien Thierry de nous rejoindre. Alors, Mathilde El Bakri est députée bruxelloise, PTB, et Damien Thierry est député fédéral MR et célèbre non-bourgmestre de Linkebeek. Hein, c'est pour ça qu'on le connaît si bien, mais bon, c'est plutôt en tant que député fédéral qu'il est là, ici. Alors, d'abord, quelle politique pour accueillir les migrants ? Qu'est-ce qui est possible ? Je commence avec vous, Mathilde El Bakri. Que devrait faire ce gouvernement que le PTB critique toutes les semaines à la Chambre ? Il n'y a pas que le PTB qui critique le gouvernement sur sa politique d'accueil actuellement. PTB, hein. Oui, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'en tout cas, la politique qui est mise en place, la politique du opkuisen, du nettoyage de l'administration Franken, ne fonctionne pas. On y reviendra sûrement après. Et on est dans une situation où, premièrement, je pense que surtout pour la situation actuellement dans le parc Maximilien, la première chose, c'est la mise en place d'un centre d'accueil dans lequel les réfugiés peuvent bénéficier d'une information claire. Contrairement à ce qui a été fait par le gouvernement, on sait que des flyers sont distribués avec comme seule information, en fait, des informations sur le droit, sur le retour volontaire dans les pays des migrants. Et c'est aussi une manière de prendre en compte donc, la situation au cas par cas des personnes dans cette situation-là, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui avec la délégation, la mission avec la délégation soudanaise, où en fait, finalement, on se retrouve dans des situations complètement dingues, où c'est des agents secrets du Soudan qui procèdent à des identifications des personnes qui ont fui la guerre dans leur pays, ont traversé la Libye, ont traversé la Méditerranée, arrivent dans une situation de détresse extrême et qui finalement, en fait, sont confrontés ici à des autorités qui les fliquent. Il y a, en pire que ça, il y a vraiment une chasse aux sorcières ces dernières semaines. On l'a vu dans le parc Maximilien avec des confiscations de matériel des migrants, des réveils matinales, des bénévoles même qui subissent des violences policières. On l'a vu hier avec ce bénévole dénommé Nabil qui a subi à 2 fois des violences policières avec confiscation de matériel, de photos, de vidéos, etc. On va laisser Damien Thierry répliquer à ça parce que là c'est déjà une charge assez dure. Mais comment est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ce qui se passe sur le terrain ? C'est clair que ça ne se passe pas bien, Damien Thierry. Je pense que pour avoir suivi les débats moi-même au fédéral dans le courant de la semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait d'une certaine manière une sorte de désinformation qui était réalisée par l'opposition. Il y a eu des questions qui ont été posées au Premier ministre et je pense que le Premier ministre a essayé de rétablir
la vérité. Quand on parle de campagne de désinformation ou bien de campagne de non-information auprès des migrants pour leur donner les possibilités qu'ils ont quand ils se retrouvent de manière illégale sur le territoire belge, je pense que là où certains ont été dit qu'ils n'étaient pas pris en charge en termes de communication, ce n'est pas vrai. Toutes les informations ont été données et il est évident qu'on se retrouve dans une situation, en tout cas pour le cas qui nous occupe ici avec le Soudan, à des personnes qui sont bien entendu sans papier, mais pour lesquelles on a toujours proposé, et c'est une solution qui reste valable tout le temps de leur séjour en Belgique, c'est le droit d'asile. On constate simplement qu'ils n'en veulent pas pour l'instant. Donc je crois que c'est un élément qu'il faut rappeler, parce qu'on ne peut pas dire qu'on essaye de refouler ces gens-là chez eux sans leur donner la possibilité d'avoir, et c'est vrai, ils vivent des situations très très délicates dans leur pays, on sait pourquoi ils veulent bouger, mais on leur laisse la possibilité. Donc, vous faites le maximum, le gouvernement fait le maximum. Mais donc je vais peut-être être un petit peu rébarbatif, mais il suffit de regarder les chiffres. Et les chiffres ont été donnés par le Premier ministre en commission. Mais donc, si on regarde en Belgique la protection internationale, on sait qu'en 2015, elle était accordée à 10 783 personnes, à 15 000 en 2017 et à 9 000 jusqu'à présent en 2000. Donc c'est en 2017. 2016 et 2017. Mais ce qui est important aussi, c'est l'attribution des visas humanitaires. Et là, on constate que ce gouvernement travaille beaucoup mieux que le gouvernement précédent. Je pourrais aussi vous donner les chiffres. Mais la crise est plus importante aussi. C'était plus importante en 2016. C'est exact, mais donc dire que le gouvernement ne fait rien et ne prend pas le problème en compte, ce n'est pas correct. Alors là, bien entendu, la Belgique doit rester une terre d'accueil et non d'écueil, mais je pense que nous devons aussi agir dans le cadre des procédures européennes et les procédures belges, et qu'on le veuille ou non, jusqu'à présent, ces procédures ont été respectées. Karim Fadou. Alors, ce sont d'abord des situations humaines et je pense que chaque migrant ne quitte pas son pays de gaieté de cœur. En tous les cas, ces migrants-là ne pensent pas quitter leur pays. Le sourire aux lèvres. Prenons l'exemple de Linkebeek, petite commune, champêtre. Est-ce que vous êtes confronté à cette problématique des réfugiés? Est-ce que dans votre commune, il y a des migrants, des réfugiés? Et s'il n'y en a pas, et s'il devait y en avoir, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Très concret, très pratique en fait. Mais le système est extrêmement clair. Cette situation est gérée en partie par la commune, mais essentiellement avec le CPS. Et nous avons effectivement des habitations qui peuvent permettre aux migrants de venir, ne fût-ce que pour une période transitoire, mais même également plus longue, venir s'installer sur notre commune. Et nous en avons absolument. Donc je pense aussi qu'il y a une volonté... de l'accueil, je dirais, de l'accueil au niveau du logement. Mais est-ce qu'il y a des informations qui sont dispensées à ces personnes? Bien entendu, toutes les informations sont données au moment où ces personnes arrivent sur le territoire. Et donc, je pense aussi que le CPS a un rôle extrêmement important à jouer vis-à-vis des migrants et que le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire en son temps du ministre Borsu, avait aussi alloué des moyens supplémentaires au CPS pour pouvoir répondre à ce type de problème. Mathilde Bacri, là-dessus. Moi, j'ai vraiment surtout envie de réagir sur l'hypocrisie du gouvernement, premièrement. Donc, il y a encore quelques mois, on nous disait que le Soudan était infréquentable, que c'était une dictature... innommable, et aujourd'hui on voit un gouvernement qui collabore avec un régime qui est plus que douteux, premièrement. Deuxièmement, et d'ailleurs le PTB a interrogé le gouvernement à cet effet-là la semaine dernière sur ce fameux accord avec le Soudan. Donc maintenant, M. Michel nous dit que finalement il n'y a pas d'accord écrit. Alors ça c'est vraiment le lol du jour. J'imagine bien la délégation belge et soudanaise autour d'une bière en train de se dire bon ben on fait ça, on le fait pas. Mais la question, c'est de savoir, sous quelles conditions cet accord a été fait? Quelles sont les lignes principales de cet accord? Et donc, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que le gouvernement a caché pour finalement refuser nous montrer cet accord? Damien Thierry, est-ce que le gouvernement a caché quelque chose? Mais non, bien entendu, et ça a été clairement expliqué à nouveau à la Chambre par le Premier ministre. C'est une mission d'identification. Vous savez, quand vous avez un certain nombre de migrants qui arrivent sur votre territoire et qui n'ont aucun papier d'identité, il faut évidemment essayer de savoir d'où ils viennent. Et donc, il y a bien entendu, et tout ça dans les règles correctes, parce qu'attention, les contacts avec la diplomatie soudanaise sont relativement
réduit parce qu'on connaît le régime soudanais, mais ici, il y a une volonté de savoir qui sont ces gens et que peut-on faire avec eux pour le futur. Il n'y a pas d'écrit. Sans pour autant... La question est de savoir, non, il n'y a pas d'écrit. Non, il n'y a pas d'écrit. Nicolas de Decker. Puisque vous aviez suivi ça de près à la Chambre, il y a un truc que j'ai pas bien compris. Comment est-ce que vous définissez une collaboration technique? Et à l'inverse, ça fait 3-4 jours que j'y pense dans ma petite tête. Qu'est-ce que serait une collaboration qui ne serait pas technique? Parce que moi, je ne vois pas comment on peut collaborer sans techniquement se mettre ensemble pour faire des choses. Sans collaborer, en fait. Oui. Allez, entre nous, c'est pas un peu de langue de bois, ça? Pas à mon avis, et certainement pas si vous avez écouté les propos du Premier ministre. Non, au contraire. On peut difficilement avoir une collaboration importante avec un pays totalitaire. Voilà, je crois que ça, il faut le dire. Par contre, nous sommes dans une situation où, vous parliez justement de la problématique humaine, eh bien, nous abordons cette problématique de manière humaine, mais je reconnais aussi avec une certaine assertivité, parce que nous devons trouver une solution pour ces personnes qui sont, à l'heure actuelle, en parfaite illégalité sur notre pays. Alors, autre sujet qui va vous diviser, sans doute, c'est la nouvelle loi sur les squats. L'idée de défendre les propriétaires contre les squatteurs. Débat animé dans le magazine M, c'était jeudi soir. D'un côté, un défenseur du droit au logement et de l'autre, un propriétaire. La loi est anachronique en ce sens que la tendance actuelle maintenant est à la régularisation des squats. Les propriétaires ont compris tout l'intérêt qu'ils ont à donner une occupation à leurs biens en termes par exemple d'éludement des taxes sur une occupation, et donc maintenant on passe des conventions d'occupation précaire avec les occupants pour stabiliser et mettre fin à ce chancre urbain. Et la région bruxelloise subsidie d'ailleurs une association pour accompagner ces occupations qui ont d'ailleurs été coulées dans le code du logement officiellement. Un propriétaire qui par exemple a un appartement en Espagne et pendant 6 mois en hiver va habiter en Espagne et pendant 6 mois revient habiter en Belgique en été, il faut bien comprendre que pendant les 6 mois où il n'est pas en Belgique, fatalement, il ne va pas signer un contrat pour faire occuper son bien par un squatteur. Paul Grosjean, qu'est-ce que ça vous inspire, ce débat sur les squatteurs? Mais pour moi, c'est le prototype du débat qui peut tourner à la démagogie, parce que forcément, on a envie d'aider tout le monde. Donc si on dit le contraire, on passe pour un dangereux fasciste. Et en même temps, on est quand même dans un état de droit où le propriétaire a certains droits, entre guillemets. Et donc, comment trouver le juste milieu, si je puis dire, entre l'humanité, entre guillemets, et le droit? Moi, je ne parviens pas... C'est-à-dire, c'est très difficile d'aborder ce débat d'une manière sereine, en fait. Parce que si on rappelle le droit des propriétaires, on passe pour un dangereux égoïste. Et en même temps, il y a quand même des arguments à écouter. Et en même temps, il faut de l'humanité et accueillir les gens. Et donc, voilà. Donc, quelle est l'ampleur du phénomène? Peut-être que Mathilde pourrait me répondre, entre guillemets. Vous l'appelez Mathilde. Bon, oui. Mathilde El-Bakri, je vous en prie, puisque Paul Grosjean vous pose la question. Comment est-ce qu'on peut combiner ces deux droits? D'un côté, le droit au logement et de l'autre, le droit de la propriété. La première chose, je pense, c'est de rappeler que le droit à la propriété, il est défendu, il est noté dans notre Constitution. Après, c'est regarder la situation sur le terrain. Donc, on va prendre l'exemple de Bruxelles. Je suis bruxelloise. À Bruxelles, on est dans une situation où on a entre 15 et 30 000 logements vides. Et des logements, donc, vides, inoccupés depuis parfois très, très longtemps. Et donc, la question que moi, je me pose sur cette loi qui est actuellement sur la table, c'est dans quelle mesure, en fait, ce n'est pas une instrumentalisation d'un cas qui est effectivement grave et qu'on regrette, je pense, tous à Gand, donc le cas de ce couple de Gantois qui partit à l'étranger pour une mission au Vietnam ne retrouve pas son logement parce que... il est occupé par d'autres personnes. Il est occupé. En plus, il est loué en fait par, je pense, un réseau mafieux qui loue en fait à une autre famille. Donc, ok, on a un cas qui est compliqué, mais il faut quand même rappeler que c'est un cas qui est marginal. La majorité des cas ici en Belgique, c'est soit des occupations précaires, donc qui se font souvent en fait en coordination avec le propriétaire, où finalement le locataire potentiel et le propriétaire trouvent un accord. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien. Oui, mais la loi actuelle, en fait, qui est sur la table, risque en fait de pénaliser l'ensemble de ce genre d'occupation. Et quand on parle de pénalisation, c'est pas rien, hein, ça va jusqu'à des amendes et des peines de prison. Donc ça, c'est la situation. Dans une situation où la crise du logement ne fait que exploser. On est dans une situation sans précédent à Bruxelles où, en plus, parallèlement, le nombre de sans-abri explose d'année en année et aussi où, en fait, on est de plus en plus face à des situations où des sans-papiers, en fait, occupent, mais souvent en collaboration avec les autorités communales, des bâtiments qui sont inoccupés. On l'a vu avant les vacances à Etterbeek, un groupe de migrants qui a maintenant été déplacé dans la ville de Bruxelles dans un bâtiment qui est aussi un bâtiment inoccupé. Et donc, c'est de savoir finalement à qui va servir cette loi.
Alors Damien Thierry, est-ce qu'il y a ce risque de rendre tous les squatteurs en fait illégaux? Je pense que ma collègue a quand même signalé un problème extrêmement important qui est la crise du logement à Bruxelles. Il y a effectivement des logements vides, inoccupés à Bruxelles et on pourrait les utiliser. On devrait les utiliser. Mais je pense que l'autorité bruxelloise devrait prendre un certain nombre d'initiatives que pour pouvoir solutionner une partie du problème. Alors maintenant, les squatteurs, légal, illégal, un squatteur, par définition, la situation est illégale. Mais est-ce qu'il ne faut pas adapter au cas spécifique, au cas par cas, des mesures qui doivent être appropriées? Je pense que oui, et il faut bien entendu que il y ait des directives qui soient prises de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Il y a quand même peut-être dans le cadre de la loi qui va être votée au Parlement fédéral jeudi prochain, il y a donc une sorte de volonté de dire qu'il y avait initialement une procédure civile, qu'elle ne répondait pas à 100% des cas. Maintenant, je ne connais pas une loi qui répond à 100% des cas, mais en tout cas, qui n'était pas suffisamment efficace. Et ici, il y a une volonté, tout en amenant une notion procédure pénale, la volonté aussi de garder un dialogue, et ça c'est extrêmement important, entre les squatteurs et les juges de paix, le cas échéant, le procureur, le cas échéant également. Nicolas Delecquet. Oui, tout à l'heure, sur le sujet précédent, monsieur le bourgmestre Karim vous avez demandé de donner des exemples concrets relatifs à l'accueil des migrants. Est-ce que j'ai entendu parler d'une récente affaire de squat de l'hôtel de ville de l'IQB? Comment vous êtes sorti de ce problème-là? Je pense, vous devrez peut-être le pénaliser. Avec un peu d'humour, l'hôtel de ville de l'IQB qui est squatté malheureusement très régulièrement, mais pour d'autres raisons. Donc, je pense qu'on sort du contexte. On s'égare. Paul Grosjean. Juste interrompre, Paul. Sur la problématique du logement, qui effectivement est celle qui éclate dès lors que l'on parle d'un sujet comme celui des squats, il y a une statistique qui, moi, à chaque fois m'époustoufle. Une statistique qui n'est pas récente. Je pense qu'elle date du milieu des années 2000, parce que c'est difficile de récolter des informations là-dessus. À Bruxelles, 20% du parc locatif privé est entre les mains de 3% des propriétaires. Ça veut dire qu'il y a au sommet de la pyramide sociale, chez les gens qui ont le plus de patrimoine, il y a des centaines et des centaines de logements. C'est un problème. Les propriétaires publics aussi, attention. Ici c'est le parc locatif privé. Okay. Ça veut dire que le parc bruxellois des logements est complètement déséquilibré et c'est un problème métropolitain typique. Je veux dire, c'est pas un problème qu'on a ou beaucoup moins en Wallonie, région d'où je proviens, et je pense que ce sont des problèmes spécifiques sur lesquels, on ne phosphore pas assez, et surtout deux, sur lesquels on ne prend pas assez de décisions fermes. Paul Grosjean. Oui, le problème n'est pas qu'il y ait des multipropriétés, le problème c'est que le résident bruxellois n'est pas assez propriétaire. Donc c'est un résident locataire, pas un résident propriétaire. Mais je trouve que Mathilde a mis le doigt dans le mille en parlant que la crise du logement était l'élément fondamental, évidemment, des problèmes de squat. Et en fait, moi, je soulève la question du logement social. Est-ce qu'on est sûr que les logements sociaux sont attribués aux bonnes personnes au bon moment? Ça aussi, c'est une question importante par rapport au problème du squat. Mathilde Bacchi. Alors, je vais peut-être réagir sur les deux choses, parce qu'effectivement, la question de finalement, qui est derrière le logement, le parc locatif privé à Bruxelles. Donc, c'est pour ça qu'avec le PTB, on a déposé une proposition d'ordonnance il y a maintenant plus de 2 ans pour demander au gouvernement bruxellois d'encadrer les loyers. C'est-à-dire qu'on fixe des critères clairs et objectifs afin d'empêcher en fait l'explosion des loyers. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation, monsieur Nicolas l'a bien rappelé, où une minorité en fait de gros multipropriétaires possède une majorité de logements à Bruxelles. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les prix augmentent, les prix explosent. Donc aujourd'hui, la majorité des Bruxellois doivent consacrer plus de la moitié de leurs revenus pour se loger. Ils ont des difficultés à les payer d'ailleurs. Ah oui, et d'ailleurs, ça c'est toutes les études le montrent, et encore la dernière étude de l'Observatoire des loyers qui nous dit qu'aujourd'hui, la question du logement est même devenue un risque d'endettement et qu'une des possibilités pour sortir de cette crise, c'est l'encadrement des loyers. Alors sur les logements sociaux, pour moi, il me semble que la question principale, avant de se poser la question de l'attribution, c'est le manque criant de logements sociaux. Si on regarde les chiffres depuis 2004, on est environ à une moyenne de 100
nouveaux logements sociaux créés par an, alors que parallèlement, c'est plus de 44 000 ménages qui sont inscrits sur une liste d'attente pour un logement social. Et donc, tant qu'il n'y aura pas une offre suffisante, en fait, finalement, c'est les familles les plus précarisées qui se partagent les miettes qu'on veut bien leur distribuer. Alors, à ce moment-ci de l'émission, je vais vous proposer la rubrique tête d'affiche, c'est-à-dire je vous propose à chacun d'entre vous 4 visages qui ont marqué l'actualité. À vous de choisir le visage qui vous inspire le plus. Et on commence par vous, Mathilde El Bakri. Que choisissez-vous? Le découvreur de talent Joe Dekmin, fondateur du 140, parti le week-end dernier. Peter Sagan, le cycliste slovaque barbu, 3 fois champion du monde de suite. Stromae, qui avec son frère et un réalisateur français a conçu le spot qui vante les prochains Jeux Olympiques à Paris. Ou Angela Merkel, la chancelière victorieuse des élections allemandes. Mathilde El Bakri, quel est votre choix? J'ai envie de dire Stromae, parce que je pense que je ne suis pas la seule, mais c'est quand même notre petite fierté belge. Et d'ailleurs, c'est un des grands... c'est un souhait du PTB, c'est un jour de pouvoir l'inviter... de pouvoir inviter Stromae à notre festival de solidarité Manifesta qu'on organise tous les ans. Le problème, cette année, une fréquentation moindre, à cause de l'orphonique, semble-t-il. Mais Mathilde El Bakri, en fait, dans ce cas-ci, Stromae, il a dit du bien de Paris. Il s'occupe plus de Paris que de Bruxelles, il me semble. Il habite à Bruxelles. Il habite à Bruxelles, il habite à Forêt, il me semble. Mais il faudra le convaincre alors de parler un peu davantage de Bruxelles. Alors vous, Damien Thierry, je vous propose Hugues Hefner, fondateur de Playboy, décédé cette semaine. Xavier Siméon, le bruxellois champion de moto de vitesse qui participe au MotoGP maintenant. Julien Uttendal qui a partagé une annonce d'emploi au CPS de Woluwe en signalant maladroitement qu'il fallait y postuler de sa part. Ou Myriam Leroy, auteur, qui a remporté le prix de la critique théâtrale. Alors donc, je répète, Hugues Hefner, Xavier Siméon, Julien Uttendal ou Myriam Leroy. Écoutez, je vais plutôt aller vers Xavier Siméon pour une raison très simple. C'est que je suis fervent supporter de tous les sports en règle générale. Le sport de compétition plus spécifiquement. J'ai énormément de respect pour toutes les personnes qui s'adonnent à un sport de manière extrême, tout sport confondu, tout simplement parce que le sport fait partie d'une excellente qualité de vie et de la santé. Et donc je ne peux que féliciter tous les sportifs qui font des efforts parfois surhumains pour pouvoir continuer à travailler à un niveau d'élite. Très bien. Voilà, donc on a vu vos choix à chacun d'entre vous. On va passer à autre chose maintenant. Cette semaine, l'événement vraiment, depuis lundi, c'est publicité, bad buzz. C'était cette pub découverte lundi matin pour un site encourageant la prostitution estudiantine. Voilà le reportage de lundi, Martin Collier, Anaïs Letiex. Cette photo, ce professeur de droit international l'a prise ce matin en se rendant sur le campus de l'ULB. Une publicité à destination des étudiantes qui ont envie d'améliorer leur style de vie. J'ai tout de suite vu son caractère très sexiste et après, en regardant de plus près, j'ai vu en plus que c'était véritablement une incitation à la prostitution des étudiants. Derrière cette publicité se cache un site de rencontre, Rich Meets Beautiful. Il propose de mettre en relation des jeunes filles entre 18 et 26 ans avec des hommes nantis d'une 50aine d'années. Le site promet cadeaux et autres voyages aux utilisatrices pour qu'elles passent un moment avec ces sugar daddies, une pratique qui vise les étudiantes en manque d'argent. C'est assez dégradant. Oui, il faut vraiment avoir besoin d'argent pour faire ce genre de choses. Et c'est pas très bien d'inciter les jeunes sur un campus. Les filles qui ont envie de le faire, elles sont libres de leur corps et de le faire, mais les inciter, c'est pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça incite vraiment la prostitution, en fait. Contacté par téléphone, le directeur du site se défend. Pour lui, il ne s'agit pas de prostitution. Dans toute bonne relation, les partenaires font attention à combler les besoins de leurs partenaires. Mais est-ce que ces étudiantes peuvent avoir des relations sexuelles avec ces sugar daddies? Oui, si c'est la question, bien sûr. Pourquoi n'y aurait-il pas de passion et de sexe dans une bonne relation? Du côté de l'ULB, on dénonce cette pratique. La première chose que nous avons décidé, c'est de saisir la région bruxelloise, puisque cette voiture et cette publicité circulent sur les routes qui sont autour du campus du Solbosch. La deuxième chose, c'est que la personne qui a observé cette campagne va immédiatement porter plainte auprès du jury d'éthique publicitaire. L'Union des étudiants de la communauté française, l'UNECOF, annonce elle aussi qu'elle porte plainte contre le site. Karim Fadoul. Oui, ça ne s'est pas arrêté uniquement à cette plainte au jury d'éthique publicitaire qui se saisira du dossier la semaine prochaine. Il y a eu ces arrêtés de plusieurs bourgmestres et puis ensuite un super arrêté
de Rudy Verwoerd interdisant cette publicité sur l'ensemble du territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Le débat, on pourra l'avoir à l'infini sur racolage, incitation ou pas. Ce patron, en tous les cas, depuis le début de la semaine, fait le tour des plateaux de télévision et des médias. Il est même venu spécialement à Bruxelles pour donner une série d'interviews et défendre son site et son concept. À mon sens, plus que douteux. Mais il y a un autre problème, et là c'est, je dirais, le journaliste qui parle en tant que tel, c'est de se demander est-ce que finalement on n'a pas participé à la publicité autour de ce site. Alors, on a expliqué la genèse, je dirais, de la campagne d'offuscation, c'est M. Dubuisson. Non, d'abord c'est M. Dubuisson. Oui, c'est lui-même, oui, qui nous a prévenu. Qui n'a aucune intention publicitaire, bien évidemment. Qui vient, qui fait la photo, qui la diffuse sur les réseaux sociaux, et comme toujours, il y a des réactions en tous sens, de politique, les médias s'en saisissent. Pas en tous sens, hein, toutes dans le même sens. Toutes dans le même sens, en tous sens, plusieurs personnes qui se sont bien évidemment étonnées de cette campagne publicitaire, et puis les médias s'en saisissent. Où doit-on placer le curseur et dire, attendez, là il ne faut pas en parler, puisqu'à un moment donné, cette séquence se poursuit sur plusieurs jours avec toute une série d'événements. J'ai parlé des arrêtés, j'ai parlé de ce patron qui à un moment donné interdit même, suspend sa campagne publicitaire. Les médias doivent en parler, mais on se demande quand même est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû mettre une série de barrières. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat qu'on a pu suivre sur Twitter notamment. Je voyais que Damien Thierry avait l'air d'être d'accord avec vous, Karim Fadel. Mais d'accord, et même plus que ça, parce qu'en définitive, la situation dans laquelle on se trouve est déplorable. Je pense que les réactions qu'il y a eu de la part des autorités locales ou concernées étaient une excellente réaction. Par contre, ce qui est gênant, c'est qu'on aurait pu probablement prendre ces arrêtés d'interdiction sans pour en faire trop de publicité. Et en définitive... C'est difficile de ne pas en faire. Attendez. Chaque bourgmestre a envie de communiquer là-dessus pour dire, vous avez vu, je prends des mesures. Face au tollé, je prends des mesures. Alors, je pense qu'il faudrait se poser réellement la question de savoir quel est l'intérêt d'un bourgmestre de médiatiser ce type de décision. Parce qu'en définitive, qui sortira le grand gagnant de cette histoire ? Mais c'est bien entendu la personne qui a mis cette campagne au point. Donc c'est une campagne de provocation et je pense que nous sommes tous tombés dans le panneau. En définitive, la pub aurait été faite et d'une manière qui, même s'il doit être condamné pour quelque chose, ça lui coûtera nettement moins cher que ce que le côté pub a pu lui rapporter. Est-ce que vous êtes tombé dans le panneau mobile, vous aussi, Mathilde Bakri? Donc oui, il y a énormément de réactions par rapport à cette pub. Moi, je suis plutôt rassurée. Je trouve que, heureusement, que ça suscite encore l'indignation, et parmi les étudiantes, et parmi les associations d'étudiants. Parce qu'en fait... Au-delà de la pub qui circule aux alentours des universités, ça pose une autre question qui est la question de la précarité chez les étudiants. Donc il faut savoir que depuis ces 15 dernières années, le nombre d'étudiants qui vivent avec un revenu d'insertion du CPS a été multiplié par 7. De l'autre côté, on sait aussi que je pense qu'aujourd'hui, les chiffres, on est à 20% d'étudiants qui disent avoir du mal à financer leurs études. Et donc, derrière la question de est-ce qu'on aurait dû en faire la pub, etc., il y a de la pub, il n'y a pas de la pub, c'est aussi la question finalement d'une politique en fait du tout au libre marché qui a été jusqu'à détruire ce qui nous reste de l'État social et qui de l'autre côté en fait incite de plus en plus les plus précarisés et là en particulier les étudiants précarisés à trouver des solutions individualistes jusqu'à la marchandisation. Hein. Oui, mais c'est pour ça que c'est difficile je trouve de séparer les deux débats. Donc ce n'est que la conséquence aussi d'une situation beaucoup plus large. Sylvie Losberg. Oui, mais je trouve que le débat sur la publicité rate sa cible. En réalité, on a là un exemple parfait d'un phénomène rampant en Belgique, c'est la fin de la lutte contre les stéréotypes. Je m'explique. Si, au lieu d'inviter le monsieur sur les plateaux, on avait mis en évidence ce qui est indiqué sur ce site, et je vous en donne quelques exemples. La femme est attirante, elle recherche des cadeaux, elle a besoin de longues heures de shopping pour avoir une garde-robe impeccable, et les sugar daddies vont les prendre sous leur aile. Alors attention, elle n'est pas seulement frivole, vénale et égocentrée parce que c'est pour finalement qu'elle puisse se concentrer sur elle-même, elle est aussi complètement idiote parce que le sugar daddy, il va lui apprendre la culture, ses connaissances à propos de la vie, n'est-ce pas? Alors, la sugar baby, elle doit quand même avoir une autre qualité. Hein. Et sa qualité, c'est d'être flexible. Elle doit satisfaire son sugar daddy et devenir un élément, nous sommes des éléments, relaxant. Et alors,
ça c'est vraiment le clou, c'est qu'elle ne doit pas chercher à remplacer l'épouse. Parce que bon, le sugar daddy, il est très stressé, il a beaucoup d'argent, il est fortuné, mais bon, il a une épouse à la maison et que donc finalement, Bobonne reste à la maison, lui, il va avec la jeune fille boire du champagne et tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et je trouve que ça, la secrétaire d'État à l'égalité, elle a raté ce qu'elle devait dire. C'est ça qu'il faut montrer à la télévision, c'est ça qu'il faut expliquer. Comment est-ce qu'on lit ce qu'on vend comme un projet de société et finalement, l'homme aussi, hein, vous allez avoir 10 ans de moins, vous vous sentirez revigoré par votre sugar baby. Attendez, là je trouve vraiment qu'on est à la fois dans le buzz, et clairement on fait la pub du monsieur et de son entreprise, et puis on retombe sur la question de la prostitution, sans vraiment parler de la précarité des jeunes. Donc je crois que clairement, il fallait en parler, mais peut-être il fallait aller plus loin. Et Nicolas de Decker, Zoaldemir aussi, ce qui est amusant, c'est qu'elle a mis en avant de l'incitation à la débauche qui existe dans les journaux, même dans la DH. Précisément, c'est ça que vous vouliez dire. Je voulais rebondir. Oui. On a assisté à un incident assez absurde jeudi après-midi. Ça m'a rappelé, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de Shakespeare, Jean-Jacques. Vaguement. Le moment où Hamlet dit à Ophélie, sois aussi chaste que la glace, sois aussi pure que la neige, tu n'échapperas pas aux calomnies, car il n'est pas de vertu que la calomnie ne sache atteindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut salir quelqu'un, on peut toujours le salir. Et en l'occurrence, ce qu'a fait la secrétaire d'État à la condition féminine, c'est salir et donc calomnier les gens qui se sont... Je pense qu'il y avait consensus, y compris sur ce plateau, offusqué de l'indignité de cette campagne publicitaire, y compris et en particulier pour la condition féminine. On a assisté, je dis à la Chambre, on a eu un témoin, peut-être que Damien Thierry pourra aussi en parler, parce qu'il y a eu un vrai malaise dans la majorité relativement à cette sortie où elle a brandi un quotidien que je ne voudrais pas citer pour ne pas lui faire de publicité. Mais c'était complètement absurde et par ailleurs scandaleux, parce que quand on est secrétaire d'État avec cette compétence-là, il est vraiment, à mon sens, plus que malvenu, presque odieux, de faire sa publicité comme ça. On va laisser Damien Thierry conclure sur ce dossier-là. Vous étiez là jeudi. Comment vous avez vécu ça? C'est vrai que sur les rangs du CDNV, par exemple, ils étaient très remontés contre Zoaldemir. Donc il y a eu en définitive deux réponses. Il y a eu la réponse du ministre de la Justice et puis la réponse de Zoaldemir. Je pense que tout le monde aura compris que la réponse de la secrétaire d'État n'était absolument pas appropriée. Je n'ai pas peur de le dire et je pense que tout le monde le reconnaîtra. Je pense par contre que la réponse du ministre de la Justice qui a dit que non seulement le parquet avait pris l'affaire en main et également que les personnes qui étaient, donc le conducteur et le convoyeur, et donc dans les 24 heures avaient été interceptées, je pense que ça, ce sont des réponses à un souci qui est qui est dramatique, il faut le dire comme c'est, et pour lequel on a dit maintenant cette campagne stop directement. Mais après, il faudra voir s'il y a des suites possibles au pénal, ce que j'espère personnellement, mais nous n'avons pas eu la confirmation directement par le ministre de la Justice qui a dit le parquet doit faire son enquête et on verra. Mais espérons que ce genre de situation ne se représente plus jamais sur notre territoire. Encore un petit mot, Mathilde Bacri, là-dessus. Mais moi, je me demande si les propos de Madame Demir ne sont pas surtout révélateurs en fait, du projet de société qu'elle veut nous imposer, un projet, comme je l'ai dit tantôt, du chacun pour soi, où voilà, les études sont de plus en plus inaccessibles, de plus en plus chères, et c'est au plus malin qui s'en sortira à n'importe quel prix. Alors c'était une semaine chargée pour les défenseurs de la cause des femmes, parce qu'il y a eu la marche pour l'avortement, il y a eu la fin de l'interdiction de conduire pour les femmes saoudiennes, et l'ouverture mercredi à Schaerbeek d'un café féministe. On a été y faire un tour avec Laura Duclerc et Nicolas Kenartz. Élodie s'affaire au bar. Elle fait partie des bénévoles de ce café pas comme les autres, où l'on pourra militer en plus de boire un verre. Je trouve que c'est important de militer. J'essaie de militer moi-même sur pas mal de fronts. Le féminisme en fait partie. Ici, je trouve qu'on a beaucoup de valeurs qui rejoignent ce que moi je ressens et ce que je pense. On est un chouette groupe de filles qui sont mis autour de la table pour créer ce projet. Je trouve que ça mérite vraiment d'être porté à bout de bras et d'exister. Des bières produites par des femmes, des slogans affichés un peu partout sur le mur. Le bar au nom étrange, un poisson sans bicyclette, se veut féministe. Le poisson sans bicyclette, ça vient d'un slogan féministe qui dit « Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette », dans le sens où on veut un peu casser cette idée de complémentarité homme-femme. Mais il ne s'agit pas d'exclure les hommes. Au contraire, le but est de déconstruire les clichés sur le féminisme.
quand on dit qu'on est féministe, ça fait peur. Les gens ont tout de suite plein d'idées reçues par rapport au fait que c'est peut-être extrémiste ou voilà, anti-homme, etc. Et donc on disait qu'il y avait quand même un travail pédagogique à faire autour de ça. C'est pas nécessairement quelque chose de lourd ou d'agressif. Enfin, voilà, il y a plein de façons d'être féministe en fait. Au cœur de Schaerbeek, la volonté est aussi de proposer des produits locaux, une alimentation durable à des prix accessibles. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Une campagne de crowdfunding est encore en cours pour permettre au café féministe de se développer. Alors Sylvie Losberg, vous étiez dans la marche des femmes, mais est-ce que vous irez jeter un coup d'œil à ce café féministe? Oui, très certainement. Ce qui est vraiment, je dirais, rassurant, c'est de voir que les jeunes femmes ont compris qu'il était grand temps de se mobiliser et finalement de refaire du militantisme féministe avec les hommes d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a vu hier d'ailleurs dans la marche pour le droit à l'avortement en Europe. Et elle le dit très bien, la jeune fille. Elle dit au fond, il n'y a pas de complémentarité, c'est pas une femme doit aller un homme. Les femmes sont des sujets à part entière. Et c'est aussi ce qu'on réclamait hier, c'est-à-dire que quand il y a une relation sexuelle qui aboutit à une grossesse non désirée, en fait, en général, la contraception, c'est la responsabilité des femmes, ce qui est une inégalité supplémentaire par rapport à toutes les inégalités qui sont évidemment déjà objectivées à tout niveau. Et puis, in fine, sur la question de l'avortement, et ça c'est très clairement en Belgique la revendication, et là je vais me tourner vers Damien Thierry, on est dans un moment très important où en Belgique aussi, on doit se remobiliser pour faire échec à ceux qui veulent ramener les femmes dans les foyers, qui veulent être dans cette lecture de la complémentarité des femmes assignées à maternité. Et donc, il est grand temps de sortir l'avortement du code pénal, et c'était le mot d'ordre de la manifestation d'hier. On va voir ce que va vous répondre Damien Thierry là-dessus. Oui, mais sortir l'avortement du code pénal. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport, d'une part, au reportage et par rapport à l'avortement. Le reportage, j'ai noté le nom d'Amandine Châtelain. Je trouve que sa position est extrêmement claire et très intéressante, parce que quand on parle de féminisme, on pense toujours que c'est uniquement l'intérêt de la femme. Pour siéger à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je peux vous assurer, dans la commission non-discrimination et égalité, que nous faisons un travail là qui est extraordinaire. Il n'y a pas une session durant laquelle il n'y a pas une résolution qui est prise dans l'intérêt des femmes. Mais en fait, on dit l'intérêt des femmes, mais c'est l'intérêt des hommes et des femmes en définitive. Voilà. Et on a trop tendance à ne pas mettre cet élément en exergue. Moi, je soutiens toutes les positions féministes tant qu'elles ne sont pas extrêmes, et c'est manifestement le cas ici. Mme Losberg, on pourrait peut-être aller ensemble à ce café féministe. Voilà. Alors, avortement. Sur l'avortement. Oui, bien sûr. Oui, justement, mais c'est pour ça. Et c'est un élément qui est fondamental. Les hommes sont admis. Et donc, ça permettra aussi à certains hommes qui ont des préconçus de pouvoir se rendre compte qu'en définitive, le combat que défendent certaines femmes est tout à fait justifié. L'avortement est un souci qui existe depuis très longtemps, et effectivement, et là je vais parler en mon nom propre. Je ne veux pas parler au nom du MR pour l'instant pour une raison très simple, c'est que nous avons des discussions en interne, et que la plupart du temps, sachez-le, quand il y a une décision, un vote qui doit se passer pour une question éthique au Parlement, le droit de vote de chacun est respecté. Et donc personnellement, je suis évidemment en faveur de la dépénalisation de l'avortement, pour autant qu'il soit médicalement et psychologiquement parfaitement encadré. Les femmes ont droit à cela, c'est effectivement leur corps, avec peut-être un élément important, c'est que lorsqu'une décision d'avortement vient de la femme alors que l'homme qui a conçu l'enfant avec la femme ne serait pas d'accord, il doit y avoir une médiation avant de passer à l'acte. Et donc, sinon, je ne peux pas être beaucoup plus clair de dire que je suis vraiment en faveur de cette dépénalisation. Alors, Mathilde El-Bakri, vous êtes sur la même longueur d'onde en matière de dépénalisation? Mais moi, je suis clairement, et mon parti aussi, pour la dépénalisation, donc pour sortir l'avortement du code pénal. Donc là, vous êtes d'accord sur cette partie-là? Oui, mais pas avec le parti du MR, apparemment. Oui. Mais donc, je vais reprendre en fait la phrase hier de la porte-parole, justement, de la Marche mondiale des femmes qui disait... Le droit à l'avortement, c'est une question de santé publique, c'est pas une question juridique, et donc l'avortement n'a rien à faire dans le code pénal. Surtout quand on regarde, donc en Belgique, oui, il y a un droit à l'avortement. Il y a des gens qui se demandaient, oui, finalement, ils me disaient, oui, pourquoi tu vas manifester hier, demain, pourquoi tu as été manifesté hier, l'avortement, finalement, c'est un droit, c'est acquis, etc.
Mais même en Belgique, l'avortement est limité. Premièrement, au niveau pratico-pratique. On sait aujourd'hui que, je pense que c'est plus ou moins la moitié des médecins généralistes qui pratiquent l'avortement ont plus de 50 ans. Donc, il y a un risque de pénurie dans les années à venir. Là aussi, il y a un risque de pénurie. Il y a un risque de pénurie, oui, de médecins praticiens qui pratiquent l'avortement. D'autant plus que les jeunes médecins aujourd'hui qui veulent se former à l'avortement, en fait, sont confrontés à une quasi-absence de formation institutionnelle et doivent se former sur le tas. Deuxième limite, c'est tout l'aspect, justement, j'entends mon collègue ici parler de questions éthiques, et donc il y a une série aujourd'hui de critères moraux, idéologiques qui sont inscrits dans la loi, comme le fait que l'avortement n'est permis que dans les 12 premières semaines de grossesse, ce qui en fait n'est basé sur aucun critère médical ou scientifique, alors qu'on sait que dans certains pays, comme aux Pays-Bas, c'est 20 semaines. C'était une négociation finalement. Oui, mais une négociation sur base de quoi? Qui décide à un moment qu'une femme qui a dépassé les 12 semaines de grossesse ne peut plus avorter, avoir recours à l'avortement? Avec des conséquences pratiques en Belgique, c'est plus ou moins 500 femmes qui tous les ans doivent passer la frontière pour pratiquer un avortement en dehors du pays, surtout aux Pays-Bas, avec aussi des conséquences financières qu'on connaît. D'autres aspects moraux, idéologiques, c'est le délai de réflexion de 6 jours qui est imposé en Belgique. Et l'aspect de détresse, situation d'urgence, la notion de situation d'urgence. Non, c'est pas d'urgence, c'est détresse. Ça veut dire la femme autodéterminée. En fait. La femme qui dit je viens pour une interruption de grossesse, je ne suis pas en détresse, je ne veux pas de cette grossesse. Normalement, en Belgique, elle ne pourrait pas avoir une interruption de grossesse. Il faut que le médecin atteste qu'elle est en détresse. Et ça, c'est que vous l'avez un peu évoqué. Ce sont des concessions qui ont été faites aux anti-avortements au moment de la signature de la loi dans les conditions que vous savez. Donc maintenant, ce sont des poches de résistance où les anti-IVG vont puiser pour revenir sur cet acquis. Bon, l'avortement, on pourrait en parler pendant des heures, on en reparlera certainement. En tout cas, merci pour cet échange. Je propose de parler congés. Enfin, les congés. Enfin, pas tout de suite. C'est pour Pâques 2019, j'ai compté, c'est dans 20 mois. Des congés asymétriques entre Flandre et Wallonie et Bruxelles. Les associations de parents sont colères. C'était mercredi, dans le magazine M. Le coup de gueule de la Ligue des familles aujourd'hui, c'est qui aujourd'hui se soucie de la vie des familles? En même temps, on pourrait se dire que c'est les familles inscrire les enfants dans 2 systèmes d'enseignement différents, à un moment donné, ça peut poser problème. Oui, mais on peut se dire aussi que ces 2 communautés doivent avoir la capacité de discuter ensemble pour arriver à des choses qui soient cohérentes pour les familles qui vivent à Bruxelles et qui sont birégionales ou bicommunautaires. Je pense qu'il faut que les ministres se parlent et heureusement, il y a le temps. Il y a quand même le temps de se parler d'ici avril 2019. Bon, voilà, il faut saisir cette occasion aussi pour peut-être avoir davantage de concertation sur les décisions, les prescriptions qui touchent à la vie des familles. Nicolas de Decker. Je ne sais pas si vous aimez Shakespeare, Jean-Jacques. Je ne connais pas. Non. Il y a un passage dans Hamlet où le héros dit « Rien n'est ni bon ni mauvais en soi, tout dépend de ce qu'on en pense ». Et je pense que d'abord il y a du bon sens. Tout le monde se dit c'est mieux que tout le monde soit en congé en même temps. Oui. Mais à côté de ça, à longueur d'année, vous le savez comment, on se creuse à chaque rentrée pour trouver le bon reportage sur la rentrée scolaire, etc. Que voit-on systématiquement? Les parents éplorés, aux confins du suicide et de la mort sociale parce qu'ils voulaient inscrire leur enfant dans l'école où il y avait atelier Playmobil, ils n'ont pas pu, c'était seulement une école où il y avait immersion plasticine. On réclame toujours plus d'autonomie et des écoles et des parents, et ici on touche, si vous voulez, aux limites de ce système-là, c'est-à-dire, évidemment l'architecture fédérale de la Belgique, où ça fait 100 ans qu'on est engagé dans un processus de fédéralisation et qui a commencé par l'enseignement. Et puis 2, la sacro-sainte liberté de l'enseignement, la sacro-sainte autonomie du père de famille, qui fait que tout le temps, les parents réclament de l'autonomie. Et il se fait qu'ici, ils se trouvent confrontés, si vous voulez, au contre-coup de cette liberté trop grande, à mon sens, donnée aux pères de famille. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourra choisir ses congés maintenant. On choisira le type d'enseignement en fonction des congés.
Paul Grosjean. Oui, une petite réflexion. On parle toujours de Bruxelles, mais il y a aussi les communes à facilité qui sont confrontées à ce problème. Je ne vois pas pourquoi vous en parlez aujourd'hui. C'est parce que notre invité est de Linkebeek, peut-être. Deuxième chose, dans un État fédéral, il me paraît normal qu'à des niveaux de pouvoir différents, on prenne des décisions différentes. C'est une réflexion d'ordre institutionnel. Et voilà. Et troisième réflexion, en France, il y a différentes zones. Donc voilà pourquoi est-ce qu'en Belgique, on n'aurait pas... C'est pas grave pour vous. Sylvie Losberg. Oui, mais ça pose quand même la question de ce qui est compris dans le pacte d'excellence, c'est-à-dire la modification des rythmes scolaires. Donc je pense qu'il ne faudrait pas que ce débat sur on ne prend pas les congés en même temps dans le régime flamand ou francophone vienne faire échec à cette nécessité qui est de modifier les rythmes scolaires dans l'intérêt des élèves, des enfants et dans l'intérêt des professeurs aussi. Karim Fadoul. Une petite chose avant de faire part de ma réflexion. Tu parlais des zones en France, mais les zones en France, ça a été fait notamment parce qu'on sait très bien que si vous faites partir tout le monde au même moment en vacances, vous allez retrouver avec des routes bouchées, qui le sont déjà d'ailleurs par ailleurs. Mais pour en revenir à ce qui se passe en Belgique, je pense qu'on a atteint, à mon sens, les limites de la régionalisation, de la communautarisation. On a parlé des congés, mais il n'y a pas que les congés, c'est les allocations familiales, avec ces débats à Bruxelles où on risque d'avoir des enfants qui toucheront moins, ou des parents qui toucheront moins pour leurs enfants, que s'ils habitaient de l'autre côté de la frontière laxuite, parfois pas très loin. C'est une première chose. La régionalisation de la sécurité routière. Va-t-on un jour... Des permis différents aussi. Des permis différents, des formations différentes. Et donc tout cela, à un moment donné, va nous amener à quelque part donner raison à la NVA, qui depuis des années dit, mais vous voyez très bien qu'en Belgique, on a affaire à deux opinions publiques différentes, à deux systèmes différents, à deux manières de penser différentes. Est-ce qu'on ne va pas vers cela quelque part? Damien Thierry. Oui, beaucoup de choses à dire. La première chose, les communes à facilité sont effectivement une situation très particulière. J'ai à Linkebeek une école francophone néerlandophone primaire qui évolue dans le même bâtiment. C'est le seul endroit en Belgique. Pourquoi je dis ça? Parce que avant de prendre une décision au niveau du collège des bourgmestres et échevins pour savoir comment vont être attribués les jours de congé, je convoque les deux directeurs de chaque école et on trouve un arrangement pour que ce puisse être des congés qui sont équivalents pour les deux écoles. Ici, pour 2019, on est dans une situation très particulière qui correspond en fait à un jour qui fait différence par rapport, c'est le jour de la communauté flamande qui se trouve pendant les congés du mois de juillet et de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 27 septembre. Et donc, il y a un jour qui pose problème. Si c'est ce qu'on appelle, c'est un terme marketing, si c'est un one-shot, ok, mais je pense qu'il faut absolument discuter pour voir si on ne sait pas trouver une solution qui permettra de garder le système actuel. Parce que, commune à facilité, commune bruxelloise, des familles mettent leurs enfants l'un dans l'enseignement flamand, l'autre dans l'enseignement francophone. Ça a été mon cas à Linkebeek. Comment je fais pour pouvoir avoir des vacances en famille? Alors vous allez me dire, c'est clairement pas fait pour vous. Hein. Non, mais donc ça veut dire qu'à un certain moment, je me demande même si nous n'allons pas devoir demander une exception dans la mesure où ce système est mis en place en 2019 pour les communes à facilité et probablement aussi pour la région bruxelloise. Mathilde El-Bakri. Mais si je ne me trompe pas, il ne s'agit pas juste d'un jour. Non, ça fait une semaine. La différence, c'est d'un jour, et à cause de ce jour, ça fait une différence d'une semaine. Ça, bien. Mais moi, je rejoins plutôt Karim Fadoul, parce que je pense qu'on est dans une situation complètement kafkaïenne, en fait. Et qui va payer les prix cassés, le prix des pots cassés? Oui, les pots cassés. Les parents et les enfants. Moi, je prends un exemple très concret d'un couple d'amis qui vit à Schaerbeek. Il y a un enfant, le plus petit, va à l'enseignement néerlandophone, le plus grand à Ducuté, il va dans l'enseignement francophone. Imaginez un peu la folie quand les vacances de Pâques vont se présenter pour organiser les stages de l'un, les stages de l'autre. Donc, avec toutes les conséquences. On a 20 mois pour se préparer aussi. Oui. Mais bon, ça remet en question. Non, mais ça remet en question. Lié à la génération, je veux dire, l'enfant qui va à l'école maternelle, à l'école primaire, n'a pas non plus le même rythme scolaire et les mêmes jours de congé que ceux qui sont en secondaire ou à l'université. Je veux dire, ça fonctionne aussi dans le temps. Et donc, c'est aussi déjà un casse-tête pour les parents. Mais la question, c'est finalement, ça va profiter à qui? Ça va profiter à qui, cette histoire? Parce qu'en fait, les parents sont en train vraiment de récolter les résultats des réformes d'État successives. Donc, vous demandez une concertation. Avec plus de communautarisation, avec une division de plus en plus forte linguistiquement sur notre enseignement. Et moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on ne devrait pas faire le chemin inverse de
créer des ponts dans les écoles et des ponts linguistiques, d'investir dans l'enseignement d'immersion pour créer justement une capitale qui soit une capitale bilingue. Je vous promets qu'on va inviter Hilde Krivitz et Marie-Martine Schins pour qu'elles se parlent enfin. On va passer au coup de cœur maintenant. On commence par Karim qui, oui, si c'est possible, évidemment, voulait parler du prix Nobel de la paix. Oui, je voulais parler du prix Nobel de la paix qui sera pas remis, mais en tous les cas désigné le 6 octobre prochain. Je parle de ça tout simplement parce qu'on est dans un momentum un peu particulier, une fois encore, avec le regain de tension entre la Corée du Nord et les États-Unis. On a beaucoup parlé du terrorisme. Et est-ce que finalement ce prix Nobel de la paix a encore un sens ? Je pense que chaque année, on pense à la paix quand on attribue le prix Nobel de la paix, et puis le restant de l'année, on s'en fout un petit peu. Et puis, quand on voit un peu certains récipiendaires, on se dit, bon, on a parlé de Barack Obama à une époque, qui a quand même reçu le prix Nobel de la paix, mais ça n'a pas donné grand-chose. Donc, est-ce que ce prix Nobel a encore un sens ? On le verra le 6 octobre, parce que ce sera l'occasion d'en débattre à nouveau. Sylvie, théâtre, vous allez parler de théâtre. Au théâtre de Poche, donc Botte à la mine des laits, qui est une pièce qui doit vraiment parler, je pense, à tous nos concitoyens et concitoyennes, qui finalement met en scène ce qui nous reste de ce racisme anti-congolais. Donc c'est vraiment la mémoire coloniale et la question de la décolonisation des mentalités qui est mise en scène dans une pièce qui est vraiment formidable. Et je pense qu'on en a parlé, le rejet de ce qui n'est pas nous, c'est aussi en jeu dans cette pièce. Donc voilà, c'est jusqu'au 14 octobre au Théâtre de Poche à Bruxelles. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais Nicolas va parler de Shakespeare. Mais comment le savez-vous, Jean-Jacques ? Effectivement, il y a cet automne une espèce d'explosion de pièces de Shakespeare qui sont montées à Bruxelles. Il y a jusqu'à ce soir, à l'Espace Lumen, beaucoup de bruit pour rien. Il y a au Public Macbeth. Et puis il y a au parc Hamlet, dont je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de parler au cours de cette émission. Et cette magnifique citation d'Hamlet, toujours à Ophélie: doute que les astres soient de flammes, doute que le soleil tourne, doute de la vérité même, mais jamais, jamais ne doute que je t'aime. Je sais qu'on se tutoie, Jean-Jacques, mais c'est pas pour vous. Par ailleurs, je tiens à dire qu'ils ont de très beaux costumes dans les pièces de Shakespeare que je suis allé voir, mais aucun n'a une aussi belle chemise que vous. Ah voilà, merci beaucoup. Paul, à vous de nous parler d'un anniversaire. Oui, je voudrais parler de futilité, si je puis dire, et des 80 ans du BEL. Alors le BEL, c'est la Chambre du Haut Commerce, créée en 1937, donc ça paraît très très superficiel, et quoique, parce qu'en fait, derrière tous ces hauts commerces, entre guillemets, il y a des métiers, il y a des artisanats, il y a des savoir-faire, il y a vraiment l'ADN bruxellois, et il y a des sociétés centenaires. Donc par exemple, les Zen d'Andois, de Geest, d'Elvaux, donc c'est des gens qui portent la tradition bruxelloise. Il y a même une société bicentenaire qui est d'Ytraine. Et donc, ils viennent de fêter leurs 80 ans. Et je répète aussi, j'ajoute qu'il y a 3000 emplois derrière et des emplois indirects, parce que ça participe à l'image de Bruxelles. Donc, je crois qu'il faut soutenir le haut commerce. Alors, moi, mon coup de cœur n'a rien à voir avec le haut commerce bruxellois. C'est François Troukens, un ancien braqueur de fourgons qui raconte son histoire en BD. Il est difficile de sortir du grand banditisme. Lui, il y est bien arrivé, puisqu'il fait de la télé, il écrit des polars, il a même réalisé un film qui sort début décembre. Ici, c'est une BD, ça s'appelle Forban. Il l'a scénarisé, les dessins sont de Bardet et c'est paru aux éditions du Lombard. Voilà, merci à tous, invités chroniqueurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, évidemment. Lundi, je recevrai Rudy Demotte dans l'interview à 12h45.